Lucky Luke a 70 ans et en 70 ans d'exploration du Far West, il n'avait pas eu à se confronter à une communauté particulière, la communauté juive. C'est l'objet de cet nouvel album important, d'une renaissance de Lucky Luke à l'occasion de ses 70 ans. La Terre Promise, nouvel album en librairie, sorti par Dargaud, bien entendu, pour en parler. Son scénariste, Jules, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à Academ pour parler de cet album. Et tout d'un coup, effectivement, la question se pose. Pourquoi Lucky Luke, qui a rencontré toutes sortes de communautés, les Chinois, les Irlandais et beaucoup d'autres, n'avait jamais eu l'occasion de rencontrer une des communautés qui a quand même façonné l'Amérique. Oui, c'est vrai, parce que moi, au moment de reprendre vraiment cette série Lucky Luke, il s'agissait de faire quelque chose de vraiment nouveau, de ne pas ressortir les vieilles recettes de la casserole, remettre les Dalton, Rotent-en-Plan. Donc, je cherchais un thème. Et puis, comme c'est, en général, il y a toujours une base historique très sérieuse sur Lucky Luke, même si ensuite c'est un petit peu fantaisiste et burlesque, c'est toujours sur voilà, l'apparition du chemin de fer, du télégraphe, tel personnage historique, Billy the Kid, Calamity Jane, et évidemment ces communautés que vous évoquez. Et tout d'un coup, j'ai eu ce flash, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, comment ça se fait? Il n'y a pas un seul juif qui apparaît, mais même comme figurant. Alors que voilà, les Chinois ont leur album, les Irlandais ont leur album. Donc, alors j'ai commencé à creuser, à faire un peu des recherches historiques en me disant, ah, c'est peut-être un petit peu anachronique, peut-être ils sont arrivés une génération après. Et en fait, non. Les contemporains de Lucky Luke, c'est par exemple Lévi-Strauss, l'inventeur du blue jean. Ça se passe exactement au moment où se déroule cette histoire. Et donc, je me suis dit, bah oui, c'est une histoire en or. Alors pourquoi est-ce que ça n'avait pas donné lieu auparavant à un album? Ça, on peut gloser ça. On connaît Goscinny, qui est quand même le scénariste de l'âge d'or de Lucky Luke, qui a vraiment façonné ce personnage-là, qui lui venait d'une famille juive qui avait été exterminée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Eux, ils y avaient échappé parce qu'ils avaient émigré en Argentine auparavant, mais lui, c'est vraiment l'histoire d'une diaspora très tragique, étant revenu en France après. Et puis, il passait sous silence ça. Il y avait comme une espèce d'occultation. Alors, il ne le mettait pas en avant dans sa vie, dans son travail, mais non plus, évidemment, dans son œuvre. Et c'était tellement, je dirais, passé sous silence que c'en était presque tonitruant. Et c'est une vraie question. Alors Jules, vous êtes un scénariste à succès, on connaît vos séries, La Planète des Sages, Sex and the City, entre autres, mais vous avez fait beaucoup d'autres choses. Vous reprenez, vous venez de le dire, le scénario de la série Lucky Luke, dessiné par HD. C'est effectivement une sacrée responsabilité d'arriver comme ça après des scénaristes connus, des albums et un personnage mondialement connu. Et aussi après Goscinny, finalement. Oui, c'est une responsabilité, puis c'est un honneur. Et en même temps, pour moi, il y a une cohérence totale, parce que j'ai appris à lire dans Lucky Luke, finalement. Des histoires de Lucky Luke, j'en ai écrit plein. Hein, c'est mon 30e album de Lucky Luke en tant que scénariste. À part que, comme beaucoup d'autres lecteurs, enfants, à l'âge de 8 ans, à l'âge de 10 ans, ben, j'ai inventé des suites, j'ai inventé des aventures. De même qu'aujourd'hui, les gamins qui lisent Harry Potter ou qui regardent Star Wars s'inventent des suites comme ça. Et il se trouve que là, je peux en faire profiter le monde entier en publiant vraiment officiellement cette série. Il y a cette responsabilité par rapport à Goscinny qui, moi, m'a inspiré énormément. Et c'est toujours une espèce de totem pour moi. J'ai reçu, il y a quelques années de ça, pour un livre qui s'appelait Le Guide du Moutard, le prix Goscinny, justement, de scénario, qui était le grand prix du scénario à Angoulême, au festival de bande dessinée. Et c'était un signe. Et donc, voilà, c'est un peu un totem, un porte-bonheur. Et pour moi, sa patte, et ce qui a caractérisé les grands moments et les grands albums de Lucky Luke, c'était à la fois déjà plusieurs niveaux de lecture qui mettaient en scène dans ces albums, où effectivement les enfants pouvaient vraiment suivre des aventures haletantes avec des fusillades, des bagarres dans les saloons, les attaques d'Indiens, voilà, je dirais les passages obligés du western, et puis aussi des choses qui étaient en résonance avec notre époque, en résonance avec tout un patrimoine culturel qui faisait que quand on était adulte, eh ben on dévorait aussi Lucky Luke et on se marrait à chaque page. Et cette densité de gags, cette générosité, je dirais, scénaristique, elle a été un petit peu perdue à un certain moment. Et donc il s'agissait de renouer avec ça, d'avoir cette générosité-là. Et puis aussi le deuxième truc, c'est son point de vue. Parce que dégage en général du travail de Goscinny une énorme bienveillance, une malice à la fois, parce que c'est quand même parfois mordant hein, et ironique, mais aussi une bienveillance. Et l'histoire du Far West, en fin de compte, si on regarde le Far West, c'est des gens stupides,
ultra violents, qui sont mus par les passions les plus viles de l'humanité, la cupidité, le goût du suivisme. Ils trouvent chaque excuse pour pouvoir lyncher ou pendre quelqu'un, l'absence totale de culture. Voilà, c'est épouvantable. C'est une espèce de no man's land, ce Far West. Et Lucky Luke, par une espèce d'alchimie miraculeuse, se heurte à tous ces gens et transforme tout ça en quelque chose de joyeux, de gai, parce que c'est quand même une gaieté incroyable, Lucky Luke. Et donc ce tragique, finalement intrinsèque du sujet dont il s'empare, est transformé. Et ça, j'adore ça. Et ce qui fait que j'ai essayé de me mettre un peu dans cette roue-là. Et c'est totalement réussi pour cet album, donc la Terre Promise, des gags presque à chaque case, j'allais dire à chaque page, mais à chaque case. Alors, Lucky Luke est amené à escorter une famille juive arrivant d'Europe de l'Est pour rendre service à un copain qui n'a pas osé dire à ses parents que finalement il était cow-boy, mais il était plutôt... Voilà, alors c'est un cow-boy juif, mais personne ne sait ce que c'est qu'un juif. Il s'appelle Jack Lapoisse. Alors c'est l'inverse de Lucky Luke, parce que Lucky Luke, c'est Luc le chanceux. Et Jack Lapoisse, c'est vraiment l'Ashkénaze qui n'a pas de bol. Mais bon, personne ne le savait. Il avait sans arrêt des problèmes avec ses troupeaux. Et comme il n'assume pas, il a fait croire à ses parents qu'il était avocat à New York, il n'assume pas d'être cow-boy, c'est Lucky Luke qui va devoir escorter toute la famille, le père, la mère qui sont âgés, la petite nièce et le petit-neveu, parce que leurs parents ont été tués par les pogroms russes. Et donc ils se disent, voilà, on va tenter notre chance. Alors ils arrivent à Saint-Louis, qui est le grand port fluvial de départ vers le Far West pour les immigrants. Et Lucky Luke doit les amener dans le Montana, à Shelm City, où il y a de lointains cousins qui se sont installés. Et il s'agit de faire la bar mitzvah du petit Yankel, qui lui... sa grand-mère dit, voilà, celui-là, il prie plus vite que son ombre. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout intéressé par les histoires religieuses, il a juste envie de devenir cow-boy. En revanche, le grand-père est lui très sérieux et confronte finalement... du Shabbat, donc... Absolument, oui. Et évidemment, alors, du coup, ces obligations religieuses et tous les rituels à l'épreuve, je dirais, de l'Ouest sauvage, des Indiens, des traversées du désert, des saloons, va probablement évoluer. Et justement, ce choc des cultures entre un Lucky Luke qui est vraiment un cow-boy pur jus, et puis j'avais tendance à dire la rencontre entre le peuple du livre et le peuple du Colt, c'est quelque chose de très drôle à mettre en scène, dans l'affiliation aussi, de choses que moi j'ai adorées étant petit et qui m'ont nourri, Rabbi Jacob, parce que voilà, le choc entre un Louis de Funès, industriel français raciste, et la famille d'Ashkénaz de New York est vraiment hilarant. Et c'est là où la comparaison vaut le coup. Vous parliez tout à l'heure de bienveillance. Ce qui est frappant finalement quand on regarde Rabbi Jacob et quand on lit votre album, c'est effectivement la bienveillance. Parce que j'imagine que quand vous avez dit finalement je vais mettre Lucky Luke dans une histoire où il escorte des juifs à travers l'Ouest, tout le monde a dû se dire mais quel sujet casse-gueule. Mais oui, et en plus je voulais vraiment rien édulcorer. C'est-à-dire que je voulais affronter toutes les questions, remettre en scène, détourner tous les clichés, tout ce que véhicule finalement la culture populaire, en bien ou en mal justement, sur les juifs, la culture juive, la religion, ses relations avec les autres communautés. Et donc je voulais vraiment mettre ça en scène, et y compris les lignes de fracture qui passent au travers du monde juif. Ce qui fait que ça aurait été anachronique de parler des séfarades, mais j'ai trouvé un petit truc qui est que, voilà, cette famille qui vient d'un shtetl débarque, et puis à un moment dans le désert, ils se retrouvent attaqués par les Indiens. Puis il se trouve que dans le sud du Dakota, il y a une tribu qui existe d'Indiens qui s'appelle les Blackfoot. Les Blackfoot, ça veut dire les pieds noirs. Et donc tout d'un coup, ils se rendent compte qu'il y a peut-être de lointains cousins qui attaquent les diligences en criant you, 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 et en criant zai, zai, zai. Et pour le coup, ils se disent, mais qui sont ces êtres étranges ? Et effectivement, ils vont se demander, mais est-ce que ce ne serait pas une tribu perdue, égarée, comme ça, dans le Midwest ? Et alors, le scénariste que vous êtes utilise de façon très subtile la question des clichés antisémites, évidemment, que vous abordez aussi par des cow-boys qui vous décalez tout sur la question des Amish. Bah oui, parce que quand ils voient arriver des types habillés en noir, avec des barbes, des grands chapeaux, comme ça, qui trimballent la Bible sous le bras, ils ne savent pas ce que c'est, que les Juifs, pour l'essentiel, ils n'en ont jamais vu. Et donc, par contre, des Amish, des Mormons, ils en ont vu. Donc, immédiatement, ils pensent qu'il s'agit de ça. Et du coup, effectivement, si j'avais mis dans la bouche des personnages, même des méchants, les clichés antisémites les plus violents et les plus brutaux, ça aurait été un peu dur à avaler d'une certaine façon, même si, il y avait une forme de réalisme. Mais pour cette comédie-là, justement, ce petit décalage, si on met Amish à la place de Juifs,
tout d'un coup on se dit mais ouais, mais on se rend compte de l'absurdité, on prend tout d'un coup un pas en arrière de distance par rapport à ça. Effectivement, il y a des cow-boys qui voient arriver la famille dans une ville comme ça, puis ils disent oh là là, mais ces Amish, il y en a vraiment partout. Et l'autre lui dit mais comment tu sais que c'est des Amish? Ah moi les gens comme ça, je les sens. Et pour le coup, mettre en scène ça en disant mais c'est absurde, du coup on aurait pu mettre des Chinois ou des extraterrestres, et on se rend compte qu'en finalement ces réflexes humains sont éternels, je dirais, et finalement peuvent passer d'une communauté à l'autre sans bouger, et que c'est vraiment la face noire de la nature humaine. Alors, il y a ces petits décalages qui servent de ressort comme ça au scénario que vous avez fait. Il y a aussi un petit peu d'anachronisme. Vous parliez tout à l'heure des pieds noirs de cette tribu indienne. Il y a aussi une petite allusion à la situation géopolitique, sur l'expansionnisme, etc., quand ils traversent le territoire. Ah oui, parce qu'à un moment aussi, avant d'arriver dans les territoires indiens, ils sont arrêtés par une colonne de cavalerie, de régiments de cavalerie américains, qui disent non, vous ne pouvez plus aller par là, parce que c'est le territoire des pieds noirs, c'est très dangereux. Et puis, d'ailleurs, il y a tout un truc en disant, mais je crois que Lucky Luke, il dit, je croyais que les pieds noirs étaient plus sur le sentier de la guerre depuis longtemps. Alors le type lui dit, ah, les pieds noirs ne quitteront jamais le sentier, monsieur Luke. Mais, et ensuite, voilà, ils disparaissent comme ça, ils veulent quand même absolument atteindre la ville pour fêter la bar mitzvah du petit garçon, en fait, justement, avant ses 13 ans, ils comptent vraiment arriver toucher au but de cette terre promise. Et effectivement, en les voyant partir, il y a un des sergents de cavalerie qui dit à son officier, quand même, c'est bizarre, hein, je pensais pas qu'il y aurait des juifs qui s'installeraient comme ça dans les territoires indiens. Et puis le type lui répond, des colons juifs dans les territoires, mais vous avez trop d'imagination, sergent. C'est ça, donc beaucoup de petites réflexions, anachronismes, encore une fois, jeu de mots bien entendu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, d'habitude dans Lucky Luke, les Indiens parlent avec une espèce de charabia, Oui. une espèce de sabir comme ça qui veut rien dire. Et là pour le coup, je me suis dit mais comment je vais les faire parler? Et ces Indiens pieds noirs, en fait, leur langue est faite uniquement d'un menu de restaurant juif tunisien. C'est ça, harissa, baklawa. Ouais, non mais c'est ça, c'est msoki, msoki, osban, osban, melouria, tchekchouka. Et donc en fait, je pense que la plupart des gens, ils auront juste l'impression que c'est des mots un peu comme bonga bonga, mais au fond, peut-être justement avec ces niveaux de lecture, une forme de lecteur averti verra finalement cet humour-là, mais qui ne gêne pas, je dirais, la progression dans la lecture de cette aventure. Dans cette famille qui traverse comme ça le Far West et qu'escorte Lucky Luke dans cet album La Terre Promise, il y a une mère juive, une Yiddish Mame, qui évidemment est obsédée par le fait de faire manger Lucky Luke, notamment de la carpe farcie. Est-ce que vous avez dû goûter énormément de carpe farcie pour faire cet album? Ah, je me suis mis un petit peu à la place du cow-boy, et c'est effectivement vrai, pendant toute cette longue traversée qui dure pas mal de semaines, elle le gave en permanence. Elle trouve qu'il est trop maigre comme un coyote, et puis évidemment elle veut aussi lui refourguer sa petite fille à marier, qui est voilà, en bonne marieuse également. Et puis Lucky Luke, il n'en peut plus à la fin de la carpe farcie, lui, il a l'habitude de chasser. Mais évidemment, c'est pas tellement cachère d'aller chasser du lapin ou même du coyote sur les campements, donc il est un peu coincé. Et pour la première fois, en fait, dans l'histoire de Lucky Luke, une aventure se termine alors que Lucky Luke a grossi. Et à la fin, il doit desserrer un cran de ceinture comme ça, parce que la maman l'a tellement gavé que son bouton saute. Un nouveau jean Lévi-Strauss d'ailleurs. Et beaucoup de choses à découvrir dans cet album qui sort pour les 70 ans de Lucky Luke, une belle renaissance de cette série. Bravo Jules, merci. Pour avoir repris en main cette série mythique, mondialement connue, et effectivement qu'on redécouvre avec ce thème-là, La Terre Promise. C'est Luc le Mazel, en fait. C'est ça. Merci Jules d'être avec nous sur le plateau d'Academ. Merci. I'm a poor, lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. And this poor, lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Over mountains, over prairies, from dawn till day is done. My horse and me keep riding into the setting sun. Dum-de-dum-dum.